Bonjour, bienvenue aux statistiques pour l'économie. Alors aujourd'hui, un grand classique, un très grand classique de l'exercice de statistique. Vous l'avez tous reconnu, mais vous l'attendiez depuis longtemps d'ailleurs. C'est l'exercice 2 du TD6. N'est-ce pas? Et l'exercice 2 du TD6, comme chacun sait, c'est le grand classique des faits de l'intervalle de confiance. D'abord un intervalle de confiance avec variance connue, puis avec variance inconnue. Il existe dans plusieurs tailles, il est indémodable, tout le monde l'adore, c'est un grand succès de nos ventes pour les fêtes. Et on rappelle quand même que pour calculer un intervalle de confiance, il faut une statistique pivotale, donner la loi de la statistique pivotale, donner une expression analytique de l'intervalle de confiance, expression générale, et ensuite faire l'application numérique avec les valeurs ad hoc, enfin les bonnes valeurs, quoi. Bon, alors, la statistique pivotale, la statistique pivotale, ça dépend de la question qui est posée. Donc la question qui est posée, c'est on a un échantillon indépendant, identiquement distribué, de quoi? De variables normales. Ah, c'est facile. Bon, si elles n'étaient pas normales, il suffirait de vérifier qu'elles sont de surcroît d'espérance et de variance finie, et on pourrait appliquer le théorème central limite. On cherche à estimer mu, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas l'espérance de ces variables normales, c'est pour ce mu donc on veut un intervalle de confiance à 98%. Voilà. Bon, alors pour cela, on sait parce que c'est le cours. Bon, après, si vous voulez inventer des statistiques pivotales, c'est bien, devenez statisticien. Il en faut. Mais si vous n'avez pas prévu de devenir statisticien et qu'il faut répondre à la question, eh ben, en fait, on sait que quand on cherche un intervalle de confiance de la moyenne, soit d'une variable ou d'une série de variables normales, soit en appliquant le théorème central limite d'une statistique dont on prouve qu'elle est asymptotiquement normale, qu'est-ce qu'on prend comme statistique pivotale? On prend la moyenne des observations moins leur espérance divisé par un truc qui est en fait juste l'écart type des observations. Bon, ou ici xn bar, c'est la moyenne des observations, c'est-à-dire c'est la somme des observations divisée par le nombre d'observations. Ou bien c'est 1 sur n fois la somme des observations. Bon, alors une fois qu'on a décidé de la statistique pivotale, c'est bien, mais il faut savoir quelle est sa loi de probabilité, parce que c'est comme ça qu'on va construire l'intervalle de confiance, à partir de la loi. La réponse, c'est que l'espérance de xn bar, bon allez, vous devez quand même commencer à la connaître, on remplace xn bar par sa valeur, c'est donc l'espérance de 1 sur n fois la somme des xi. En fait, par linéarité de l'espérance, on sort le 1 sur n, et puis comme l'échantillon est identiquement distribué, l'espérance de chacun des xi a la même valeur qui est mu, donc on a 1 sur n fois une somme de n termes tous égaux à mu, donc on a 1 sur n fois mu, donc on a mu. Bien. Ensuite, pour ce qui est de la variance, c'est la variance de 1 sur n fois la somme des xi, donc c'est 1 sur n2, puisque quand on sort le 1 sur n de la somme, il devient 1 sur n2. 1 sur n2 fois la somme des variances. Toutes ces variances elles sont identiques puisque les variables sont identiquement distribuées, donc on a 1 sur n2 fois n fois sigma 2, ce qui nous fait sigma 2 sur n. Ouf, bon alors. Ensuite, on sait que les xi sont normales. On sait qu'elles sont indépendantes. Et donc on sait que leur somme est aussi une variable normale, puisqu'une somme de variables normales indépendantes, c'est une variable normale. Ça s'appelle la stabilité par addition des variables normales. Donc notre stat pivotale, on sait qu'elle est normale, d'espérance mu, de variance sigma 2 sur n. Et donc, puisqu'elle est normale d'espérance mu et de variance sigma 2 sur n, eh ben, en fait, quand on lui retire son espérance, on la centre. Quand on la divise par son écart type, on la réduit. Et donc, ça devient une normale centrée réduite. Et une normale centrée réduite, c'est une normale 0,1. Bon, eh ben, on a une statistique pivotale qui est une variable normale centrée réduite. Donc, dans ce cas-là, on va l'appeler Z. Pourquoi? Parce que c'est le nom traditionnel des variables normales centrées réduites. Et puis surtout parce que c'est beaucoup plus simple que d'écrire cette espèce de gros pâté. Bon, et en fait, ce qu'on veut, c'est encadrer Z dans un intervalle tel que il y a, allez, non, nous on nous demande 98%, mais on va dire en général une probabilité 1 moins alpha que Z soit dans l'intervalle. D'accord? Bon, et cet intervalle, dans le cas présent, on veut qu'il soit symétrique. On pourrait faire un intervalle à gauche, un intervalle à droite. Un intervalle à gauche, concrètement, ça veut dire un intervalle qui va de moins l'infini à une valeur, max. Un intervalle à droite, c'est un intervalle qui va d'une valeur minimale à plus l'infini. Mais là, on veut un truc symétrique. Donc en fait, on veut encadrer Z entre deux quantiles de la loi normale centrée réduite, il n'y a plus qu'à les choisir. Donc pour les choisir, on rappelle que la loi normale, on rappelle que la distribution ou la densité d'une variable normale, elle est toujours symétrique. Et donc ce qu'on veut, c'est qu'on veut 1 moins alpha dans notre intervalle de confiance, et donc le reste en dehors. Le reste de 1 moins alpha, c'est alpha bien sûr, puisque ce qu'on a comme probabilité en tout, c'est 1. Toute la probabilité que nous avons, c'est une certitude.
donc c'est 1. Donc si on met un moins alpha dans l'intervalle de confiance, il y a alpha en dehors. Et si on veut que ce soit symétrique, ça veut dire qu'il faut mettre alpha sur 2 des deux côtés, comme sur le petit dessin qui est là. Ignorer les abscisses, simplement on veut un moins alpha dans l'intervalle de confiance, alpha sur 2 en dessous, alpha sur 2 au-dessus. Donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est déterminer des quantiles tels que, justement, entre ces deux quantiles, on a un moins alpha de probabilité qui représente donc l'intervalle de confiance. Ces quantiles, on voit bien en bas que puisqu'il y a alpha sur 2 chances d'être en dessous, le quantile d'en bas, c'est le quantile tel qu'il y a alpha sur 2, une proportion alpha sur 2 de la distribution en dessous. Donc par définition, c'est le quantile z alpha sur 2. Et puis puisque au-dessus, il y a 1 moins alpha sur 2, enfin en fait au-dessus, il y a alpha sur 2 aussi, pardon. Donc en dessous du quantile du dessus, il y a 1 moins ce qui est au-dessus du quantile du dessus. Bon, ça ressemble à du Raymond DeVos, non mais blague à part. Le quantile du dessus, c'est le symétrique du quantile du bas, puisqu'on veut un truc symétrique. Donc, puisque le quantile d'en bas, il y a alpha sur 2 en dessous, le quantile du dessus, il y a alpha sur 2 au-dessus. Puisqu'il y a alpha sur 2 au-dessus, il y a tout le reste de la distribution en dessous. Tout le reste de la distribution, c'est en fait 1 moins alpha sur 2. Donc c'est le quantile z 1 moins alpha sur 2. Et là où on a presque terminé, c'est qu'en fait le quantile du bas, il n'est pas dans la table de loi normale, puisque la table de loi normale, c'est que les valeurs positives, donc que les quantiles au-dessus de 0,5. Donc, comme c'est le symétrique de l'autre, c'est moins z 1 moins alpha sur 2. Et donc, en fait, si on met notre variable normale centrée réduite entre le quantile moins z 1 moins alpha sur 2 et le quantile z 1 moins alpha sur 2, il y a 1 moins alpha chance que la variable soit dedans. Voilà. La probabilité, c'est 1 moins alpha que cet événement se réalise. Bon, on l'a notre encadrement de z. Maintenant, c'était pas z qu'on voulait encadrer, c'était mu. Mais vous inquiétez pas, on va aussi encadrer mu, parce qu'en fait, quand on remplace z par son expression, vous vous souvenez, z en fait c'est x bar moins mu sur racine de quoi déjà? De e de x bar n. Bon, donc de fait, on remplace z par x bar n moins mu sur sigma sur racine de n, puisque c'est ça que vaut racine de variance de xn bar. Et donc on a cette fois-ci une probabilité 1 moins alpha que cette quantité, qui est la statistique pivotale, se soit compris entre z, moins z 1 moins alpha sur 2 et z 1 moins alpha sur 2. Très bien, très bien. Vous voyez, j'ai tellement de succès qu'on m'appelle pendant mes vidéos. Bon, alors on réarrange ça. On réarrange ça, comment? En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie de part et d'autre par sigma sur racine de n. Et puis ensuite, on va changer le signe, multipliant tout par moins 1. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est encadrer mu. C'est mu qu'on ne connaît pas. Xn bar, on va le connaître tout simplement en faisant la moyenne des observations. Mais mu, c'est ce qu'on cherche à connaître. Et donc enfin, en transférant cette fois-ci xn bar de part et d'autre des inégalités, on n'a que mu, avec une probabilité 1 moins alpha, il est compris entre x bar n, donc la moyenne observée, moins le quantile du bas, c'est-à-dire en fait, moins l'opposé du quantile du haut, mais donc moins z 1 moins alpha sur 2 sigma racine de n, et donc il est compris entre la moyenne empirique, et puis le produit du quantile par l'écart type. Encore un certain nombre de fois l'écart type, où le multiplicateur c'est le quantile. Donc une autre façon d'écrire les choses qui est plus ramassée, c'est de dire que l'intervalle de confiance, c'est xn bar plus le quantile multiplié par l'écart type. Alors vous avez remarqué que quand j'ai écrit l'intervalle de confiance, cette fois-ci je suis passé à xn bar avec un petit xn bar, parce que là c'est devenu une observation. Jusque-là, on encadrait la variable aléatoire. En fait, j'aurais dû mettre des observations aussi. Mais là, ce qui est certain, c'est que cette xn bar-là, c'est une observation. Et donc, justement, dans l'application numérique, on écrit l'intervalle de confiance à 1 moins alpha pour mu, c'est xn bar plus moins le quantile fois l'écart type. Le 1 moins alpha, c'est 0,98. Le xn bar qu'on a observé, c'est 120. Le nombre d'observations, c'est 20. L'écart type qu'on connaît, qui nous est donné, c'est 15. Le quantile qu'on cherche, puisque 1 moins alpha est égal à 0,98, alpha est égal à 2, donc 1 moins alpha sur 2, c'est 0,99. Donc le quantile qu'on cherche, c'est le quantile 0,99 de la loi normale. Vous ne le connaissez pas par cœur? C'est pas grave, parce qu'il y a une table. Et puis, vous ne savez pas lire, ou plutôt, vous n'avez pas pris vos lunettes, hein, c'est pas grave, on va grossir. Et alors, tout ça pour dire que là-dedans, on cherche 0,99. Où est-il 0,99? Il est là, voilà, il est entre 0,98,98 et 0,99,01. Et donc concrètement, il est sur la ligne 2,3 entre les colonnes 0,02 et 0,03,
Bon, donc on va le prendre par excès. Hein, on veut être sûr d'avoir au moins 99% de chance, donc on va prendre 2,33. Voilà, et donc en fait notre intervalle de confiance, bah, on remplace Z0,99 par 2,33. Donc ce qu'on a à calculer en fait c'est la quantité Z 1 moins alpha, enfin le quantile multiplié par l'écart type. C'est donc 2,33 fois 15 sur racine de 20, ça vaut 7,815. Et donc notre intervalle de confiance c'est 120 moins 7,815, 120 plus 7,815. Autrement dit, 112, 185, 127, 815. Bon, il n'y a rien d'impressionnant parce que vous allez en faire tellement des intervalles de confiance. Mais d'un autre côté, vous direz peut-être que c'était votre premier. Bon, alors ce que je vous conseille, c'est d'attendre la suite, parce que ça devient beaucoup plus intéressant dès la question suivante. En effet, on nous demande maintenant quelle doit être la valeur de n pour que la longueur de l'intervalle soit plus petit que 10. Donc en gros, combien d'observations il faut pour qu'on ait au minimum un intervalle, pour qu'on ait un intervalle pas plus grand que 10. C'est quoi la longueur de l'intervalle de confiance? Ben, c'est la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure. Et donc la différence entre la borne supérieure et la borne inférieure, comme la borne supérieure c'est xn bar, c'est donc la moyenne plus le quantile fois l'écart type, et comme la borne inférieure c'est la moyenne moins le quantile plus l'écart type, quand on soustrait, ben en fait les moyennes s'éliminent et il reste 2 fois le quantile multiplié par l'écart type. Autrement dit, si on dit que ça c'est égal à 10, on a une magnifique équation avec une solution en n. Ça tombe bien parce qu'on nous demande quel est le n le plus petit pour que ça marche. Eh bien, calculons, il suffit d'intégrer l'équation. En plus, c'est pas une équation très difficile, puisque, bon, il y a juste qu'on a racine de n au dénominateur, donc on multiplie tout par racine de n. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne 2 sigma fois le quantile est égal à 10 racine de n. Donc en réarrangeant un peu, ça nous donne racine de n est égal à 2 sigma fois le quantile sur 10. Puis ça, on peut même le calculer de tête, parce qu'en fait, sigma c'est 15, 2 fois 15, 30, divisé par 10, 3. Le quantile c'est 2,33, donc 3 fois 2,33 c'est 6,99. Évidemment, on ne va pas calculer. Ça, c'est pour la valeur de racine de n. Évidemment, on ne va pas dire que n, c'est 6,99 au carré, puisqu'on peut dire que c'est 7 au carré, ça marche aussi bien, d'autant qu'on n'arrivera pas à prendre des observations non entières. Alors, il n'y a pas de nombre entier plus petit que 7 au carré et qui soit plus grand que 6,99. Donc on peut prendre n égale 49, et donc on sait qu'à partir du moment où n est plus grand que 49, l'intervalle de confiance est moins large que 10, ou moins long que 10. C'est QFD. Voilà. Bon, et donc maintenant, deuxième partie de l'exercice, la plus passionnante. Parce que c'est quand même celle qui ressemble un peu plus à la vraie vie, quoi. C'est qu'est-ce qui se passe si on ne connaît pas sigma? Alors c'est idiot parce qu'on le connaissait dans la première question. D'accord, mais maintenant on dirait qu'on aurait oublié sigma, hein, et que l'exercice comme ça il est un tout petit peu plus vraisemblable. Donc quoi? Qu'est-ce qu'on prend comme stat pivotal quand on ne connaît pas sigma? Bah, c'est pas la peine de prendre la même que tout à l'heure puisqu'on ne connaît pas sigma. Donc si vous prenez une statistique pivotale avec un sigma dedans, elle ne vous servira à rien puisque le sigma vous ne le connaissez pas. Donc il faut remplacer le sigma par quelque chose qu'on connaît. Et quelque chose qu'on connaît, bah, le cours nous dit qu'en fait on va prendre Sn sur racine de n. Sn sur racine de n, c'est quoi? C'est l'écart type empirique corrigé. L'écart type empirique corrigé, c'est tout simplement, en fait c'est comme si on calculait l'écart type, mais au lieu de diviser la somme des carrés des écarts à la moyenne par n, on la divise par n-1. Pourquoi? Parce que en fait, si on divise par n, on a un estimateur biaisé de la variance. Voilà. Il y a des... C'est vu dans le cours. Bon, donc, enfin, en gros, on fait une manip, au lieu de prendre, on a exactement la même statistique pivotale, sauf qu'on remplace l'écart type qu'on ne connaît pas par un écart type empirique corrigé qu'on sait calculer à partir des observations. C'est quand même mieux quand on sait calculer un truc que sinon on ne connaît pas. Bon, question, quelle est la loi de cette statistique pivotale? Réponse. En fait, la loi de cette statistique pivotale, c'est plus une normale centrée réduite, c'est une loi de student de paramètre n-1. On dit une loi de student à n-1 degré de liberté. Voilà. Et pourquoi? Bah parce qu'il y a des cours pour ça. Et là, on fait un exercice, donc on ne révise pas le cours, on applique. Bon, alors, notre statistique pivotale, comme elle suit une loi de student à n-1 degré de liberté, je propose de manière très originale que nous la baptisions Tn-1. Et elle est donc égale à la moyenne empirique, moins l'espérance, qui est au passage ce qu'on cherche à connaître, divisé par l'écart type empirique corrigé, divisé par le nombre d'observations, enfin la racine du nombre d'observations. Voilà, bon, donc on va encadrer ça exactement à la manière dont on a encadré notre Z tout à l'heure. La seule différence, en fait, c'est qu'au lieu d'encadrer cette statistique pivotale, au lieu d'intégrer une statistique pivotale normale, on va intégrer une statistique pivotale qui suit une loi de student. Bon, mais ce qu'on veut, comme tout à l'heure, c'est un intervalle dans lequel il y a une probabilité 1 moins alpha que la statistique soit. Donc,
comme on veut que l'intervalle soit symétrique, on veut une probabilité, en fait, alpha divisé par 2 que la statistique soit en dessous, et alpha divisé par 2 que la statistique soit au-dessus. Et donc, ces quantiles sont le quantile alpha sur 2. Comme c'est une loi de student à n-1 degré de liberté, on va appeler le quantile t n-1 alpha sur 2, et le quantile 1 moins alpha sur 2, c'est donc le quantile t n-1, 1 moins alpha sur 2. Et on sait que le quantile, enfin, comme pour la loi normale, en fait, le quantile inférieur, il n'est pas dans la loi, donc c'est le quantile supérieur qui est dans la loi. Et donc le quantile inférieur, c'est l'opposé du quantile supérieur. Puisque, comme vous le savez, les lois de student, c'est pas très différent des lois normales, c'est aussi des lois symétriques. Donc de la même manière qu'on a une propriété de symétrie pour la densité des normales, on l'a pour la densité des students. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a encadré notre stat pivotale entre deux quantiles de la loi de student, de telle sorte qu'il y a une probabilité 1 moins alpha que la stat pivotale est entre ces deux quantiles. Et ces deux quantiles, si on veut une probabilité 1 moins alpha que la stat soit dans l'intervalle de confiance, ces deux quantiles, c'est le quantile 1 moins alpha sur 2 de la loi de student à n-1 degré de liberté, et le quantile et moins le quantile 1 moins alpha sur 2 de la loi de student à n-1 degré de liberté. Bien, alors, en fait, ce qu'on voulait, c'était pas intégrer une variable de student, c'était intégrer, souvenez-vous, pardon, pas encadrer une variable de student, c'était encadrer mu, parce que c'est mu qu'on ne connaît pas, et dont on voudrait savoir où il est. Enfin, avec un niveau de confiance de 98%, dans quel intervalle on peut le situer. Bien, alors, en fait, on va transformer notre intervalle de confiance. Simplement, on remplace t n-1, qui est notre statistique pivotale, par son expression, qui est donc la moyenne des observations moins mu, qui est le paramètre qu'on recherche, divisé par l'écart type empirique corrigé, divisé par le racine du nombre d'observations. On réarrange en multipliant des deux côtés des inéquations par l'écart type empirique corrigé divisé par la racine du nombre d'observations. Ensuite, vous vous souvenez de la manip, on multiplie tout par moins 1, et puis on transfère xn bar de l'autre côté, et alors, on n'a que mu, il est compris, entre la moyenne empirique telle qu'on l'observe, moins le quantile le quantile 1 moins alpha sur 2 d'une variable de student à n moins 1 degré de liberté multiplié par l'écart type empirique corrigé divisé par la racine du nombre d'observations, et la moyenne empirique, plus le quantile 1 moins alpha sur 2 d'une variable de student à n moins 1 degré de liberté, multiplié par l'écart type empirique corrigé, divisé par la racine carrée du nombre d'observations. Parce que ça nous donne un intervalle de confiance dans lequel il y a une probabilité 1 moins alpha que le mu soit. Voilà. D'ailleurs, on peut l'écrire plus simplement. Donc, l'intervalle de confiance à 1 moins alpha de mu, c'est la moyenne empirique, plus moins le bon quantile, multiplié par l'écart type empirique corrigé, divisé par la racine du nombre d'observations. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. Et on réécrit ça, et puis on identifie 1 moins alpha sur 2, c'est 0,98, comme tout à l'heure, xn bar, c'est 120, comme tout à l'heure, n, c'est 20, comme tout à l'heure, Sn, c'est pas comme tout à l'heure, puisqu'il n'y avait pas, mais en fait, il a la même valeur que tout à l'heure avec l'écart type, c'est-à-dire 15. Donc comme ça, il y a la même forme, on n'est pas perdu. Le quantile 0,99, puisqu'on veut un intervalle de confiance à 98%, donc alpha égale 2. Donc alpha divisé par 2 égale 1%. Donc c'est bien le quantile 0,99 de la loi normale, pardon, de la loi de student à n-1 degré de liberté. On va le chercher dans la table de loi de student, d'accord? C'est bien quand même si on grossit un peu. Ce qu'on voit, c'est que 19 degrés de liberté, c'est la ligne 19, R égale 19. 0,99, c'est la colonne 0,99. Et donc ça nous donne 2,539, comme pour le quantile. Donc voilà, donc en fait, notre quantile vaut 2,539. Et donc dans notre calcul, on va calculer le multiplicateur là, du quantile multiplié par l'écart type empirique corrigé divisé par la racine du nombre d'observations. Ça nous fait 8,516. Et donc notre intervalle de confiance, c'est 120 plus moins 8,516. C'est-à-dire c'est 120 moins 8,516, c'est 111 484. 120 plus 8,516, c'est 128 516. Bon, il est un peu plus large que l'autre intervalle de confiance. Il doit être plus large d'environ 10%, quelque chose comme ça. Donc quoi? Donc l'intervalle de confiance est un peu plus large quand on ne connaît pas la variance. Pourquoi? Parce que comme il faut l'estimer, ça ajoute de l'incertitude dans la procédure. Bon, et puis ce que vous avez compris avec la question 1b, c'est qu'en fait, on peut poser plein de questions, parce que les paramètres de l'intervalle de confiance, c'est le niveau de confiance, le nombre d'observations, la longueur de l'intervalle, et donc de fait, la longueur de l'intervalle étant 2 fois le quantile multiplié par l'écart type empirique corrigé ou l'écart type divisé par la racine du nombre d'observations. Donc on peut jouer autant qu'on veut là-dessus. Voilà, comme ça on pourra bien s'amuser en interrogation ou en examen.
Merci. Et ce qui est dire que les statistiques ont un caractère éminemment pratique, mais ça sert aussi dans la vie réelle, figurez-vous. Merci de votre attention.